Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce LinkedIn Live depuis le plateau de TechSite. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour aborder un sujet décisif, un sujet d'actualité, l'avenir de l'énergie nucléaire. Nous sommes à l'aube d'une révolution énergétique où le nucléaire s'impose comme une solution incontournable face à l'urgence climatique. Avec une relance mondiale marquée par de nouveaux projets en Europe et aux États-Unis, ainsi que par une ambition chinoise de leadership d'ici 2035, le secteur connaît une dynamique sans précédent. Pourtant, cette croissance, elle s'accompagne de défis majeurs, des coûts élevés, la gestion des déchets radioactifs et une exigence absolue de sûreté. Mais la réalité est là, le nucléaire est une énergie faible en CO2, une énergie fiable et indispensable dans un monde en pleine électrification, en mutation numérique et en expansion urbaine. Alors la question n'est plus de savoir si le nucléaire fera partie ou pas de notre avenir énergétique, mais comment il y parviendra. Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur des enjeux qui façonnent cette industrie, des enjeux de compétitivité, des enjeux d'innovation et des enjeux de durabilité. Ce n'est pas seulement un débat, c'est une feuille de route pour l'avenir. Alors commençons sans plus attendre. La renaissance du nucléaire est en marche. Comment la concrétiser ? Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau plusieurs invités. On commence avec vous, Stéphane Ougier, bonjour. Bonjour Ariane. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes directeur exécutif d'Alten. Nous sommes également avec Emmanuel Besse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de WorldGrid. Et enfin, Jean-Pierre Burel. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Ariane. Vous êtes le président du groupe régional Alpes de la SFEN. La SFEN, c'est la Société française d'énergie nucléaire. Alors le nucléaire, il fait un retour en grâce. En quelques mots, Stéphane, pourquoi l'énergie nucléaire est-elle aujourd'hui incontournable pour répondre aux défis climatiques, mais aussi aux défis de souveraineté énergétique ? Écoutez Ariane, vous avez fait une excellente présentation du sujet. 4 points qui font de l'énergie nucléaire un incontournable pour le futur. Le premier point, vous l'avez dit, une énergie décarbonée, donc une énergie qui permet de répondre aux enjeux de stabilité climatique. Deuxième élément, un enjeu de souveraineté. Malheureusement, la guerre en Ukraine rappelle qu'il faut rester souverain quant à la production de son énergie. L'Allemagne a eu pas mal de difficultés par rapport à la dépendance au gaz russe. Troisième élément, l'économie. Il faut une énergie bas carbone, mais il faut une énergie qui reste compétitive. On sait très bien que ça a été le vaste débat en France, le prix de l'énergie, puisque ça affecte la compétitivité de notre industrie. Et puis le quatrième point, la stabilité. L'énergie, le nucléaire est une énergie stable, pas en opposition, mais en complément des énergies renouvelables qui, par définition, sont intermittentes ou instables. Voilà. C'est effectivement une énergie stable. Le secteur du nucléaire fonctionne aussi sur différentes échelles de temps. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les différents axes qui animent aujourd'hui cette industrie ? Alors en fait, nous avons 3 échelles de temps à respecter, car l'énergie nucléaire doit se faire selon une vision à très long terme. Et quand je dis à très long terme, c'est qu'on parle de siècles. Nous avons une vision à court terme, disons, qui est le maintien du parc nucléaire avec la construction donc, de nouveaux réacteurs EPR2 pour fournir de l'électricité. Mais cette filière-là a deux faiblesses, l'accumulation d'uranium appauvri et de plutonium, et donc et des déchets en plus. Donc, on a besoin pour le long terme, pour la décarbonation, de réacteurs capables de fournir d'autres applications. Et ça correspond donc à la deuxième échelle de temps, qui est la constitution de nouveaux réacteurs qui seront plutôt de plus faible puissance, d'où le concept SMR, qui va permettre d'avoir plusieurs types de réacteurs très spécifiques pour brûler le combustible appauvri, c'est-à-dire les réacteurs à neutrons rapides, ou des réacteurs spécifiques pour éliminer les déchets. Par exemple, des réacteurs sous-critiques qui sont pilotés par par faisceau de protons. Et dans ce cas, ces réacteurs-là peuvent
éliminer une grande partie donc, des déchets à long terme, donc c'est intéressant. Et puis la troisième échelle de temps, c'est pour le très long terme, c'est la fusion. Parce que la fusion est également une énergie qui promet beaucoup d'énergie, mais actuellement donc, c'est piloté par le projet ITER, qui est encore un laboratoire pour définir comment va-t-on extraire l'énergie d'un faisceau intense de neutrons rapides. Vous avez raison, c'est important de se projeter sur plusieurs années, plusieurs décennies et même au-delà. Et donc je vous propose pour ça qu'on se concentre avec vous, Emmanuel, sur l'enjeu le plus immédiat qui est précisément le maintien en conditions opérationnelles du parc existant avec des durées de vie qui peuvent aller jusqu'à 60 ou 80 ans et sur le programme EPR2 que vient de mentionner Jean-Pierre. Alors quels sont les défis industriels majeurs pour assurer le remplacement et pour assurer cette continuité en toute sûreté? Alors, sur les deux pans de votre question, les défis sont un peu de nature différente. Tout d'abord, sur le parc existant et la prolongation de sa vie au-delà de 60 ans, même 80 ans en Amérique du Nord. L'enjeu premier, le défi premier, c'est le maintien en conditions opérationnelles de systèmes qui ont fait leurs preuves au fil du temps, mais qui sont aujourd'hui sur des technologies et qui reposent sur des matériels qui sont plus forcément construits aujourd'hui et des technologies qui sont devenues obsolètes et rares en termes de compétences capables d'intervenir. Donc sur le parc existant, le défi, il est soit de maintenir des compétences qui deviennent rares, soit de réfléchir de façon raisonnée quelles sont les parties qui doivent être rénovées. Donc ça, c'est sur le parc existant. Sur le programme EPR2, je dirais que si on devait retenir un défi, c'est le délai ou le temps de construction des nouveaux sites. Alors ce temps, il est immédiatement corrélé au coût des installations et au coût de l'énergie qui sera produite par ces installations. Si on remonte quelques années en arrière, sur les tranches précédentes, dans les années 90, N4, les chantiers mettaient moins de 10 ans pour sortir un nouveau site nucléaire. Quand on regarde l'EPR de Flamanville, on est près de 2 décennies. Alors bien sûr, le contexte a changé, la régulation a changé, mais aujourd'hui, c'est le défi premier pour l'EPR2, trouver un temps de construction qui soit acceptable économiquement. Alors, il y a un autre défi qui est celui de la dérive des coûts et des délais aussi, illustrés par les 20 ans de l'EPR. Jean-Pierre, je me tourne à nouveau vers vous. En plus des enjeux de génie civil, l'environnement normatif, l'environnement réglementaire a beaucoup évolué. Il est jugé par certains mouvants, j'irais presque jusqu'à dire déséquilibré. Comment est-ce que ça affecte la filière ? Alors, en fait, cette complication liée à la normalisation vient du fait qu'on a subi un certain nombre d'accidents majeurs dont il a fallu prendre en compte le retour d'expérience. Et donc cela amène à prendre des précautions supplémentaires pour faire en sorte que de tels événements ne puissent pas se reproduire. Alors, prendre ces précautions, ça suppose aussi d'avoir les bonnes compétences. Et il y a un vrai problème qui est lié à la baisse des compétences. C'est plus difficile de recréer de la compétence que de la transmettre. Emmanuel, comment la France peut-elle véritablement régénérer, si je puis dire efficacement, une nouvelle génération d'ingénieurs sur ces questions ? Alors oui, vous l'avez dit, en effet, notamment lié à l'accalmie pendant les 2 dernières décennies de l'activité dans la filière nucléaire en France. On a une baisse des compétences disponibles dans la filière aujourd'hui. Et vous l'avez tout à fait dit, il est beaucoup plus facile de transmettre de la compétence plutôt que de la récréer ex nihilo. Donc la solution pour la filière à long terme, c'est de permettre aux acteurs qui interviennent dans cette filière d'avoir une visibilité suffisamment long terme pour pouvoir s'engager sur le long terme à investir dans des programmes de formation et de transmission de cette compétence au fil des générations, puisqu'on parle ici de technologies qui survivent à plusieurs générations d'ingénieurs. Et donc c'est cette visibilité donnée aux acteurs de la filière qui permet ce maintien de la compétence, ce qui est beaucoup plus favorable pour incuber de la compétence chez des nouveaux ingénieurs que d'essayer de la recréer ex nihilo dans l'urgence, j'allais dire, au moment où la filière connaît des pics de charge. Stéphane, ce serait intéressant de vous entendre également sur cette question des enjeux auxquels est confronté le secteur du nucléaire. Les enjeux, bien sûr, comme l'a dit Emmanuel, les enjeux de compétences et de formation, mais pour ça, oui, visibilité, stabilité. Et on voit qu'on a une instabilité politique et que le programme EPR2 est un programme qui a été longuement discuté, débattu.
sur lequel le financement n'est pas encore officiellement acté. Donc il est évident que ce programme va être structurant pour l'établissement d'une filière. Puis ensuite, il y a en effet le respect des coûts. C'est un gros enjeu pour EDF aujourd'hui. Son président, Bernard Fontana, qui a beaucoup communiqué là-dessus, c'est qu'il faut maintenant tenir les délais, faire des designs, entre guillemets, bons du premier coup, parce que ça affecte la filière, notamment l'export. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas la confiance de partenaires à l'export, il est difficile de gagner des contrats lorsqu'on n'a pas démontré véritablement une capacité à tenir les coûts, à tenir les plannings, à tenir les délais. Donc c'est un très gros enjeu, mais je crois que EDF a très largement communiqué sur ce sujet. Vous parliez à l'instant, Stéphane, de confiance, et c'est un mot-clé. Parmi les enjeux, il y a aussi l'acceptation du public. Ça reste un vrai défi. Comment l'industrie peut-elle expliquer rationnellement les risques et puis mettre en perspective la peur qui, il faut bien le dire, est souvent relativement irrationnelle? Oui, c'est une énergie déjà qui a mis énormément de temps à être perçue comme vraiment un label vert. C'est-à-dire, et c'est pourtant une énergie complètement décarbonée, mais paradoxalement, du fait des déchets, du fait de la gestion des déchets, c'est une énergie qui n'a jamais eu véritablement ce label-là. C'est en train de changer. Les gens comprennent que l'énergie nucléaire est une solution. Ensuite, les retours d'expérience sur des accidents, le travail sur la sûreté, c'est pas lié uniquement aux réacteurs nucléaires. L'aviation a forcément l'habitude d'avoir des accidents aériens qui ont donné lieu à des retours d'expérience et à une amélioration. Et on sait très bien que voler aujourd'hui est un haut niveau de fiabilité. Ça n'empêche qu'il y a eu des accidents et que les retours d'expérience ont été tirés. C'était pareil dans le nucléaire, c'est quand même une énergie qui est extrêmement fiable. Sa production n'a pas généré, je dirais... alors, bien sûr, Tchernobyl, Fukushima, mais globalement, il y a un retour d'expérience qui est tiré. Aujourd'hui, les normes de sûreté sur la production nucléaire sont très élevées. Certains disent même exacerbées. Et donc, tout cela doit permettre à la population d'avoir de plus en plus confiance en cette énergie et aux jeunes ingénieurs de vouloir rejoindre cette filière. Alors ça pose la question de la durabilité. Jean-Pierre, sur ce sujet-là, l'accumulation de plutonium à La Hague et puis les besoins importants en uranium indiquent quand même que de nouveaux types de réacteurs sont nécessaires. Alors comment est-ce que France 2030 cherche à répondre à ces enjeux, y compris sur le sujet de la production de chaleur industrielle? En fait, le parc actuel est prévu pour produire de l'électricité à partir de réacteurs de grande puissance. Quand on fait le retour d'expérience sur l'accident le pire qu'on peut imaginer sur Tchernobyl, on s'aperçoit que c'est le seul accident majeur qui a eu un impact sur la population. Il a dispersé dans l'environnement une grande quantité de produits radioactifs et la quantité qui est évacuée est en fait l'image de la puissance. Donc, pour améliorer la sûreté et éviter l'accumulation justement de plutonium, par exemple à La Hague, il faut de nouveaux réacteurs qui fonctionnent sur de nouveaux principes. Ces nouveaux réacteurs doivent répondre à d'autres besoins, en particulier comme la production de chaleur. Et ces réacteurs-là ne peuvent pas être installés à très grande distance. Il faut qu'ils soient relativement proches du réseau de chaleur ou de l'usine. Ils doivent donc avoir une puissance plus faible. Et s'ils ont une puissance plus faible, ils présentent un risque plus faible également, puisqu'il y a moins de matière radioactive qui peut être rejetée. On l'a bien compris grâce à vos explications à tous les trois, la filière nucléaire, elle présente des défis, mais je voudrais qu'on parle aussi de ses atouts qui sont nombreux. Au-delà de la fierté et de l'excellence française, c'est déjà un atout en soi dans la maîtrise de cette technologie qui est une technologie complexe. Quels sont les avantages concrets en termes de souveraineté, vous en avez dit un mot tout à l'heure, en termes d'emploi, et les perspectives économiques, Emmanuel et Stéphane? Mais, si je commence la réponse sur ce point, alors vous l'évoquez dans votre question, l'aspect souveraineté en fait a un bénéfice en termes apporte un bénéfice direct sur les emplois qu'il génère, puisque
En effet, les installations sensibles qui sont concernées nécessitent une souveraineté, nécessitent une maîtrise par de l'ingénierie et du savoir qui soit national, qui soit local. Et donc les emplois qui sont créés par cette filière sont des emplois qui bénéficient directement en fait, au territoire national et donc aux ingénieurs qui sont aujourd'hui dans les écoles en France. Donc ça, c'est un avantage intrinsèque, enfin un atout intrinsèque qui aide à développer le territoire avec le développement de la filière. Et puis, en deuxième effet, enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sous l'hypothèse qu'en effet le coût de construction soit maîtrisé pour les nouvelles installations, ça permet de produire une énergie qui, Stéphane le disait, est décarbonée et à un prix compétitif. Et ça, une énergie décarbonée à un prix compétitif bénéficie à l'ensemble du tissu industriel français. Donc c'est un deuxième atout de la filière. Vous le disiez effectivement tout à l'heure, Stéphane, vous parliez de la stabilité, de la visibilité, de la charge de travail que le secteur nucléaire offre. En quoi cette stabilité, elle permet aux entreprises d'investir massivement dans la formation et puis de contribuer à établir une filière qui soit une filière solide? Alors c'est assez simple. Une société de service comme la nôtre va devoir renouveler 30 à 40% de ses projets tous les ans. Parce que les projets liés au secteur du transport, d'autres secteurs vont avoir des durées de vie d'1 an, 2 ans, des fois quelques mois, et donc ça nous met dans une perspective de plan de charge plus incertain, alors, particulièrement aujourd'hui où la situation est particulièrement incertaine. Et donc, dès que vous êtes dans une situation d'incertitude, ça affecte votre confiance, votre capacité d'investissement, de formation. Le grand avantage de la filière, on va dire de l'énergie, mais du nucléaire en particulier, c'est les temps longs. Alors, les temps longs, ça a des contraintes, parce qu'il faut qu'on fasse vivre les compétences, il faut qu'on arrive à les transférer, mais ça a aussi énormément d'avantages, c'est qu'on a une capacité d'amortir nos investissements sur des plans de charge beaucoup plus stables. Ça, dans le monde du service particulièrement, c'est quelque chose de précieux et d'assez rare. C'est en ça que la filière nucléaire est une filière porteuse pour nous. Jean-Pierre, pour conclure sur cette partie dédiée aux atouts du nucléaire, dans quelle mesure le nucléaire est-il à vos yeux un atout stratégique ? Oui, parce que en fait, du point de vue stratégique, ce qui est très important, c'est la souveraineté en approvisionnement en combustible. Il faut bien prendre en compte le fait que aujourd'hui, le parc de 56 réacteurs en service a besoin d'uranium, beaucoup d'uranium venant des minerais. Or, du fait que l'enrichissement est relativement faible, on produit beaucoup de déchets, soit de l'uranium appauvri, soit du plutonium. Et il faut des nouveaux types de réacteurs pour brûler justement cet uranium et ce plutonium, ce qui nous donne des réserves d'énergie énormes. De plus, au-delà de l'uranium, il y a le thorium qui constitue également un combustible pouvant être consommé par ces réacteurs. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on réponde à quelques questions de notre audience, puisqu'en préparant cette émission, on a demandé aux personnes qui nous suivent de nous poser des questions. On va les découvrir ensemble, ces questions. La première d'entre elles est la suivante. Malgré les avancées technologiques et le haut niveau de sécurité français, y compris l'application de normes post-Fukushima très strictes, la peur du nucléaire reste un obstacle majeur. Alors, au-delà des comparaisons rationnelles que propose concrètement la filière pour améliorer l'acceptation du public, comment est-ce qu'on peut rassurer quant à l'installation de futurs petits réacteurs, les fameux SMR, dont la proximité avec les sites industriels soulève de nouvelles questions d'implantation? Jean-Pierre. Alors on a un obstacle majeur, c'est la peur du nucléaire, d'une part, et la nécessité d'avoir de nouveaux réacteurs justement pour brûler l'uranium qui est accumulé soit à La Hague, soit dans les usines d'enrichissement. Et donc, pour vaincre la crainte liée à la peur du nucléaire, il faut en fait faire en sorte que le nucléaire soit mieux compris. Parce que lorsqu'on regarde les conséquences d'un accident majeur, le pire c'est Tchernobyl, on a le bilan qui est fait, c'est
d'avoir à peu près 5000 décès que l'on peut attribuer à l'accident. Mais ce chiffre-là est à comparer au nombre de décès par cancer dû au tabac en France. C'est plus de 1 million de décès dans les mêmes conditions. Donc, il est clair que le risque nucléaire, il est réel, mais il est beaucoup plus faible que ce que l'on a avec les produits chimiques et le tabac. Quand vous disiez à l'instant, il faut faire en sorte que le nucléaire soit mieux compris, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit le cas pour sensibiliser la population et notamment les plus récalcitrants? C'est pas facile parce que convaincre quelqu'un qui ne peut pas être convaincu, c'est difficile. Je vais juste prendre une anecdote qui permet de voir effectivement l'effet de la radioactivité. J'ai fait une intervention sur la centrale de Bugey, à côté de Lyon, avec des collègues pour faire une réunion en zone non contrôlée. Et en sortant, nous passons par le hall avec les portiques de contrôle de la contamination. Parce que le risque, quand on sort d'une centrale, c'est d'être contaminé. Donc il y a des portiques pour contrôler. Et lorsqu'on est rentré dans le hall où sont installés les portiques, ils ont tous déclenché ensemble avec leur signal d'alarme. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'avais un collègue qui était radioactif parce qu'on lui avait fait une injection de produits radioactifs, une scintigraphie. Il était, du fait de cette injection, tellement radioactif qu'il était capable de déclencher tous les portiques à 15 mètres. Donc en fait, on vit avec la radioactivité. Nous sommes tous radioactifs déjà, et donc la radioactivité qui est crainte, en fait, on vit tous les jours avec. Il y a effectivement un vrai travail de sensibilisation et des sujets dont on n'est pas forcément très conscients les uns et les autres. Je vous propose qu'on découvre cette nouvelle question. L'un des plus grands défis de la filière, c'est de maîtriser les coûts et les délais, ces projets ayant massivement dérivé en budget et en temps. On l'évoquait d'ailleurs ça tout à l'heure. Au niveau de la conception technique de l'EPR2, comment la simplification du design et l'intégration de systèmes modernes comme le contrôle-commande de classe 2, comment est-ce que ça permet concrètement de réduire la durée des chantiers et d'assurer une meilleure récurrence industrielle? Peut-être cette question est pour vous, Emmanuel? Oui, alors on revient sur en effet le sujet de maîtrise du temps de construction, qui est directement facteur des coûts associés. Plus que la technologie elle-même, je dirais que c'est la façon dont on organise le travail, le design, la conception, qui doit être étudiée. Si je zoome sur alors une partie que je connais un peu mieux, puisque mes équipes y contribuent sur le contrôle-commande, la conception et le développement du contrôle-commande des futurs EPR2. Tout d'abord, en termes d'organisation, ce qui a été retenu avec notre donneur d'ordre EDF, c'est une organisation qui permet une agilité, une proximité entre le donneur d'ordre et toutes les équipes qui conçoivent et réalisent pour avoir des boucles courtes de retour et de décision, qu'on n'ait pas des tunnels d'incompréhension, mais que très vite, c'est le fameux fail fast aussi des Anglais, donc très vite se rendre compte des erreurs ou des problèmes de communication. Donc ça, c'est un mode d'organisation du projet. J'en retiendrai deux autres en termes de conception. Là, on a adopté une conception qui est basée sur les modèles de type MBSE, donc ce qui permet de se raccrocher à des standards, d'avoir très tôt de la simulation avec la modélisation numérique des décisions de conception qu'on prend, pour là encore très vite vérifier si nos décisions de conception sont les bonnes ou faire une boucle retour. Et puis, en dernier, en aval, j'allais dire, sur la production du logiciel lui-même de pilotage de la centrale, c'est d'avoir en place un ensemble d'outils numériques qui transforment de façon automatique les données d'entrée issues de la conception et qui représentent le besoin pour les traduire en algorithmes qui vont être déployés in fine sur les automates qui pilotent la centrale, et ceci de façon le plus automatique possible, en limitant autant que faire se peut les reprises manuelles. Et cette automatisation, c'est gage de répétabilité, de prédictibilité, in fine de qualité et donc de gain de temps et d'économie.
Alors on a le temps pour une dernière question que je propose de vous adresser, Stéphane. Cette question, c'est la suivante. La filière a perdu des compétences au cours des décennies et la demande de profils expérimentés rend l'incubation de jeunes ingénieurs difficile. On évoquait d'ailleurs, parenthèse, cette question des compétences tout à l'heure. Étant donné que le nucléaire offre une visibilité exceptionnelle, comment les entreprises peuvent-elles capitaliser sur cette stabilité pour mettre en place des plans d'investissement et de formation solides et ainsi garantir la transmission des savoir-faire aux jeunes générations avant que les experts actuels ne partent à la retraite? Alors, vaste question, c'est en effet une question qui a été posée par nos clients depuis longtemps. C'est comment vous allez faire face à un potentiel tsunami de demandes, parce que c'est une filière qui annonce des jours fastes en termes de besoins, mais qui, du fait d'une certaine inertie dans la prise de décision, fait que ce n'a pas été encore à date le cas. Donc il y a toujours ce problème d'investir, oui, mais d'investir, je dirais, sur quel plan de charge, ni trop tôt, ni trop tard, etc., etc. Donc il y a énormément d'initiatives qui ont été prises, des initiatives d'académie, de formation. On a créé, nous, une Nucléaire Academy, on a créé des plans de formation qu'on a fait valider par nos clients. Et donc le but, comme il n'y a pas beaucoup d'écoles qui forment au nucléaire, il n'y a pas beaucoup de formations natives sur le nucléaire, ben, ça nous demande d'être à la fois société de service et société de formation. Donc on a lancé énormément d'initiatives là-dessus. On est aujourd'hui prêt à lancer ou à démultiplier ce genre d'actions, de formation certifiante ou qualifiante, qui doivent nous permettre de préparer l'avenir et en effet d'éviter une obsolescence de compétences qui est le pire risque parce que c'est une filière qui demande quand même beaucoup de temps avant d'avoir une maîtrise complète et donc si on n'a pas aujourd'hui d'anticipation par rapport à ce sujet, on pourrait se retrouver sur des points de panne uniques ou des obsolescences de compétences extrêmement pénalisantes. On comprend bien, en vous entendant, la nécessité d'être pas seulement réactif, mais aussi proactif et très agile. On a échangé beaucoup de choses pendant ce live, et ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être pour conclure de nous dire en quelques mots ce qui vous semble le plus important et ce qu'il fallait retenir. Voilà, un dernier mot chacun. On peut commencer avec vous, Jean-Pierre, si vous en êtes d'accord. Disons que l'énergie nucléaire est une technologie qui est fascinante et terriblement puissante et qui mérite d'être maîtrisée. Et je pense que elle comporte des promesses en ressources et en perspectives pour le long terme tout à fait intéressantes. Effectivement, avec cette question de la nécessaire maîtrise, on en revient de nouveau à la question de la formation et de la mise à jour des connaissances qui a été très largement évoquée. Emmanuel ? Alors, en continuité de ce que disait Jean-Pierre sur l'idée, moi je retiens les promesses, les perspectives. On parlait au tout début des défis, dont on a vu qu'ils étaient nombreux sur le parc existant, sur la construction des EPR2, sur la R&D des futurs réacteurs. On a dit aussi que cette filière présentait de nombreux atouts et que c'était une filière d'excellence pour la France. Et donc moi je dirais qu'en tant qu'industriel, pour nous c'est une opportunité, également une fierté, mais aussi une responsabilité de contribuer à son rayonnement, si je peux me permettre le terme. Merci beaucoup. Et Stéphane, un dernier mot pour conclure. Oui, j'espère que c'est une filière qui va maintenant être beaucoup plus génératrice de positivisme. C'est une filière qui a été longtemps débattue, alors que c'est véritablement une fierté française. On a vraiment développé une technologie, un savoir-faire qu'on devrait exporter aujourd'hui. Donc j'espère qu'on aura cette reconnaissance et que cette filière pourra, de manière plus sereine, trouver son apogée. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation à ce live et puis pour nous avoir expliqué de manière très pédagogique les enjeux du nucléaire entre ces défis et vous l'avez dit, ces incroyables promesses. Je rappelle que vous pouvez retrouver le replay de ce live sur le site d'Alten, alten.com, Alten qui a rendu possible cette émission et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de Take a Seat.